Alors, nous sommes de retour donc sur le plateau d'Africa 24 où nous a rejoint un nouvel invité, M. Ibrahim El Ali. Vous êtes président de l'ONG Blue Green France Mali. C'est ça? Oui, c'est bien ça, voilà, oui. soyez le bienvenu. Merci à tous les auditeurs. Voilà, et puis deux nouveaux éditorialistes nous ont rejoints également. Jean-François Kandji, soyez le bienvenu. Merci. Et Alfred Chango, soyez le bienvenu également. Merci Jean-Célestin. Alors, on a suivi ensemble cette conférence de presse du côté de Bruxelles pour ce quatrième sommet, la clôture de ce quatrième sommet entre l'Union européenne et l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez retenu, Monsieur Ibrahim Ali, de cette conférence de presse, des propos qui ont été prononcés à la fois par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui est président à l'exercice de l'Union africaine, les questions qui ont été posées. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que les questions concernant le Mali, par exemple, la sécurité, l'insécurité, et les questions de notre collègue, Babila Boton, sur ce que les gestes forts, concrets, que l'Union européenne allait faire dans les heures, les jours à venir, et puis surtout cette question de la place de l'Afrique au sein du Conseil, place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Je constate, je vais rebondir sur tous les propos de Barroso à la fin qui disait que l'Afrique ne se construira que par elle-même, en fait. Même s'il y a tout un programme d'aide, de financement qui a derrière, c'est l'Afrique, elle doit se prendre en main. Et je remarquerai vraiment que les termes, le vocabulaire a complètement changé. Il y a 10 ans, dans les sommets Europe-Afrique, il y a 10 ans, on parlait de famine, d'aide humanitaire, ou on parlait de termes toujours négatifs. Alors que là, on parle d'Afrique émergente, d'Afrique de l'innovation, d'Afrique de la jeunesse. Les termes de la croissance rebondissent dans les vocabulaires. Donc il y a un climat de confiance qui est maintenant établi pour l'Afrique. Et dans ce climat de confiance, je pense que cette Afrique, elle doit se prendre en main. Si elle était une Afrique qui est sortie de l'indépendance, puis elle est venue dans une Afrique qui a commencé à bâtir avec le sommet de Bâle sa démocratie, bien qu'elle soit encore en construction, elle n'est pas encore finie cette démocratisation. Maintenant, elle doit se doter des outils de cette Afrique de l'émergence. Et je rebondirai sur Jean Ping, qui déjà en 2009 disait qu'il fallait avoir une vision stratégique de cette construction de l'Afrique et que ça passait par l'Union africaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire se doter des outils. Ici, dans vos plateaux, passent des experts de la diaspora qui sont tellement compétents et pourtant qu'on n'utilise pas. L'Union africaine pourrait utiliser comme les Chinois le font. Il n'y a pas une conférence sans que vous voyez qu'un Chinois prenne des notes pour en référer. Donc l'Union africaine pourrait, utiliser les experts africains de tout le monde pour construire une vision stratégique et de deux, utiliser également dans tous nos ministères des Affaires étrangères construire des bâtiments où il y aurait des experts locaux qui participeraient aux conférences avec les outils numériques qu'on a, de telle sorte que l'Afrique soit présente dans tous ces domaines et construire son avenir elle-même. Jean-François, l'Afrique, vous trouvez qu'elle ne prend pas assez en main son destin? Je pense que l'une des conclusions qu'on peut tirer de ce sommet, et notamment de la conférence de presse qu'il y a là, c'est que non seulement il se dessine une nouvelle image positive de l'Afrique, mais que l'Afrique, en tout cas un certain nombre d'États africains, ont su forger, obliger les autres à les regarder autrement, un peu autrement. Et de cette conférence de presse, je pense que, à mes yeux, la ligne de force était Madame Zuma. Elle a posé à la fois le principe du nouveau partenariat, et les mots qu'elle a répétés à plusieurs reprises me semblent décisifs, c'est avantage comparatif. Avantage comparatif. Par le passé, lorsqu'il y avait ce type de sommet et qu'on discutait, on parlait d'intérêt mutuel. Et l'intérêt mutuel, nous savons très bien ce que cela a été. Intérêt d'un côté, et puis ensuite mutualisé sur... bon, je n'entrerai pas là-dedans, mais je pense que la ligne de force a été tracée là. Intérêt, avantage comparatif. Et avantage comparatif, ça signifie aussi que l'Afrique regarde où vont ses intérêts et avec quel partenaire, sur quel terrain il peut aborder. Et
Deuxième élément de sa présentation, qui n'est pas apparu tout au long de cette discussion, compte tenu du thème, on aurait pu s'attendre à ce que les questions de migration apparaissent, les questions humaines, de circulation des personnes, pas seulement de migration telle que nous le connaissons à travers les images de Lampedusa ou des canaux avec des morts, mais aussi de la circulation économique entre les deux continents, entre l'Union européenne. Ce sujet-là a été à peine abordé, et notamment lorsque le président de la Commission, M. Barroso, l'a évoqué. Il a évoqué une sorte de petite pointe d'iceberg à travers le financement d'Erasmus d'étudiants africains, et Mme Zuma a posé le problème tel qu'il est. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un problème qui est gênant, Alfred Thiango, cette question de circulation des personnes, on va dire ça, et des biens entre les deux espaces continentaux? Pas nécessairement, hein, Jean-Célestin, mais avant de répondre à la question, je voudrais simplement dire qu'au fond de cette conférence de presse et puis de tous les débats qui ont eu lieu, il y a une notion qui devient de plus en plus frappante et prégnante et pertinente, c'est la notion d'interdépendance. Dans tous les discours, au fond, c'est ça. On n'est plus dans la relation néocoloniale de domination, mais là, on est effectivement dans cette idée d'interdépendance, mais l'idée que déjà des personnes comme Cheikh Anta Diop défendaient depuis les années 60 pour dire effectivement une Afrique forte, c'est celle qui s'intégrerait d'abord à son niveau. On l'a dit, il faut que les solutions viennent d'abord de l'Afrique, et deux, une fois que cette Afrique stabilisée, effectivement, elle pourrait parler d'égal à égal avec les autres partenaires extérieurs. Donc, idée d'interdépendance. Mais maintenant, sur la question de la mobilité, je pense que les deux positions ou propositions qui ont été faites vont dans le même sens. C'est-à-dire, effectivement, Nkosazana Dlamini Zuma, disons effectivement, si les pays africains, effectivement, investissaient dans leur jeunesse, leur offraient des opportunités de formation, d'employabilité à la fin, si l'Union européenne aussi soutenait ces projets-là, on arriverait à un partenariat gagnant-gagnant en termes de mobilité. Et du coup, ça ne serait plus Lampedusa, ça serait par les aéroports normalement. Donc je pense effectivement qu'il y a le logiciel des uns et des autres est en train d'évoluer, en train de changer pour aller dans le sens d'une véritable coopération, d'un véritable partenariat, Jean-Célestin. En tout cas, ce qu'on constate, parce que la réalité c'est aussi ça, c'est que les chiffres ont été avancés. C'est, je crois, M. Herman Van Rompuy qui a avancé ce chiffre-là, 20 milliards d'euros dépensés chaque année par l'Union européenne en direction de l'Afrique. Et l'Afrique, elle dépense combien? Ce n'est pas assez, ces 20 milliards. Je vous dis parce que 20 milliards, c'est énorme. On ne tient pas compte de... Dans toutes les conférences sur le climat de Copenhague ou de Mexique, on parlait de plus de 21 milliards parce que finalement, dans nos forêts au Congo, c'est ce qui fait respirer la planète. Et si aujourd'hui on paye l'eau, on paye l'énergie, demain, ces pays industrialisés devront payer aussi l'oxygène qu'ils respirent. L'Afrique est le vivier de la biodiversité. Et dans ce chiffre, il y a un chiffre qui me semble aussi important à retenir, c'est cet échange interafricain. Notre produit national intérieur brut ne représente même pas 12% d'échange entre les pays africains. Il y a vraiment un développement interafricain pour consolider l'Afrique avant de voir ce partenariat Europe-Afrique également qu'il faut prendre en compte. Et dans cet échange des 20 milliards dont parle le président du Conseil européen, il y a quelque chose qui me semble important. Dans la conférence de Bruxelles, on parlait beaucoup de blending. Le blending, c'est une forme de financement mixte. Par exemple, les brevets de nos connaissances africaines, de nos ingénieurs en Afrique, les brevets, ils sont incapables de se le payer. Donc, il faut créer des financements alternatifs qui feront que nos Africains pourront être dispensés de payer le brevet ou faire des études de faisabilité pour le projet sans avoir à les payer, avec un financement européen qui est ciblé, qui serait innovant, et particulièrement pour l'aide au développement et favoriser ce développement de l'Afrique. J'insiste. Oui. Est-ce que, Jean-François, quand on a un pays, ou quelqu'un d'ailleurs, qui vous apporte chaque année 20 milliards d'euros chaque année pour aider votre développement, votre investissement, est-ce que ça ne vous met pas en position de dépendance, et donc, quelque part, ça ne vous enlève pas un brin de fierté par rapport à ce que vous pourriez faire ensemble?
Je suis totalement d'accord avec vous, si on l'interprète ainsi, Jean-Célestin. Mais tout à l'heure, il a été dit que le logiciel des rapports était en train de changer. Je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel à changer également, c'est la présentation des statistiques, y compris financières, des rapports, des flux financiers entre l'Europe et l'Afrique. Dans la présentation qu'a faite tout à l'heure Van Rompuy, et dans ces 20 milliards, il y a quoi? Notamment le commerce. Or, le commerce, il n'y a pas de commerce sans échange. L'Union européenne va dépenser de l'argent en direction de l'Afrique parce qu'il reçoit en contrepartie des biens, des marchandises, des services, pas de services, puisque le principe de cette relation-là n'intègre pas encore le savoir-faire, la transformation des produits. Mais ce que je veux dire, c'est que ces chiffres-là, présentés 20 milliards ainsi, il faudrait prendre ces 20 milliards-là, les disséquer et voir ce qu'il y a dedans, si c'est de l'aide. Et d'ailleurs, cette présentation-là montre que le logiciel a changé, mais il reste encore des points d'ancrage, des sortes de bugs dans le nouveau logiciel, parce que ça, c'est la présentation qu'on faisait au début des années 60 de l'aide publique au développement, c'est-à-dire des dons que l'on faisait aux États africains. On n'en est plus là. Ce dont éventuellement, ce que cela recouvre, ce que je retiendrai, c'est notamment l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, là, il n'y a pas de contrepartie. C'est le financement d'un certain nombre d'opérations de sécurisation, mais ce que Van Rompuy ne dit pas non plus, c'est la contrepartie d'un point de vue général de la stratégie de l'Europe. Lorsque l'Europe intervient ainsi sur un continent dans plusieurs pays, ensuite, il y a des avantages qui ne sont pas des avantages directs. Et cela, il n'entre pas en compte dans le calcul. Et de l'autre côté maintenant, combien les Africains dépensent en Europe ? Prenons l'exemple du commerce. L'exemple du commerce, il est déterminé aussi par les règles qui forment le marché commun. Le marché commun, c'est un espace économique unique qui détermine unilatéralement, par exemple, ces règles douanières qui constituent un obstacle. Nous ne sommes pas sur la même position lorsqu'un Européen va investir en Afrique et lorsqu'un Africain veut investir en Europe. Je voulais rebondir sur ce que dit mon confrère, c'est que ces 20 milliards sont très très peu représentatifs. Si nos États africains imposaient légalement, normalement, les entreprises européennes qui sont installées en Afrique, rien qu'une entreprise d'énergie qui est installée au Gabon produit plus de 20 milliards. Donc c'est peu par rapport à ce que les Européens eux-mêmes prennent de l'Afrique. Pour moi, c'est un chiffre. Il faudrait rééquilibrer l'imposition des grandes entreprises européennes qui investissent en Afrique, que cette imposition participe réellement au développement du pays. Ça veut dire que cet argent, en réalité, nous appartient. Mais après, c'est intéressant, c'est que disent l'un et l'autre, ça voudrait dire que quelque part, on entretient un système qui ne nous bénéficie pas. N'accepte pas justement qu'on élargisse ce conseil permanent parce que ça leur priverait de leur droit de veto. Vous êtes en train de nous dire que le monde entier, la planète est dirigée par deux superpuissances. On est encore dans le monde bipolarisé. Monsieur Ibrahim El Ali. Oui, je pensais en vous écoutant que si l'Afrique veut avoir une place au Conseil de sécurité, bien que je ne sois pas géopoliticien, il faudrait déjà qu'elle soit un peu unie. Déjà, quand on a eu le problème du Mali, on a eu du mal à avoir une armée africaine à la faire elle-même. Si on avait la possibilité déjà de régler nos problèmes locaux, qui sont... Parce que vraiment, ce qui s'est passé au Mali, moi j'ai traversé tout Kati, j'ai vu des camps militaires, des formations, et pourtant c'était 200-300 terroristes qui sont venus déstabiliser le pays. Il faudrait que déjà qu'on ait une force africaine de défense qui soit unie pour pouvoir un peu plus se revendiquer. Mais je pense que en géopolitique, c'est celui qui arrive à faire une puissance elle-même en se consolidant qu'on arriverait à un peu s'imposer à l'extérieur. Et pour ça, il faut qu'on travaille sur des indicateurs de bonne gouvernance dans nos propres pays. Il faut régler des problèmes, avoir des indicateurs sur l'électricité, l'énergie, sur des choses qui sont simples.
J'étais au Sénégal et au Mali. Un camion traverse le Sénégal pour arriver au Mali, il met une semaine pour y arriver. Dans ce même temps, le même camion pour la même distance en Europe ferait 7 ou 8 rotations. Donc il faudrait qu'on travaille dans le pays pour des outils de développement. En utilisant cette jeunesse que nous avons, le président Ibeka, mon président, disait à Bruxelles... Oui, il disait qu'il y avait plus de 1 million d'hectares dans ce bassin du Niger. Il y a des outils de développement. Il faut qu'on se consolide avant qu'on veuille s'expanser à l'international ou réclamer des droits à l'international. Renforçons-nous et tout nous viendra par la force de notre pouvoir. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de se renforcer, Jean-François? Il y a quand même des organisations sous-régionales qui existent. La CEDEAO par-ci, la CEMAC par-là, la CEAC, la East African Community. Bien sûr. Moi, je suis d'avis que les deux peuvent se... Ibrahim El Ali, vous l'avez dit ici, on regorge d'intellectuels, d'experts. Oui. Ouais, vous-même, vous en êtes. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre sur pied, sur papier, quelque chose qui fonctionne de la manière, qui satisfasse un peu tout le monde? Mais c'est en construction, c'est quelque chose qui se construit, qui est en mouvement. Mais ça met longtemps à se construire. Ça met longtemps, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des corridors de route qui se font entre le Ghana jusqu'au Nigeria, qui sont en projet, qui sont en train de se construire. Il y a des projets d'électrification qui concernent plusieurs pays. On a notre front dans plusieurs régions qui sont communes. Il n'y a pas vraiment d'indépendance financière, qui sont communes à des banques centrales régionales. Donc tout ça, c'est en train de se construire. Mais ça ne peut être consolidé que si on renforce notre démocratie, on renforce nos institutions. Parce que malheureusement, encore en Afrique, ce sont nos chefs d'État qui sont les piliers de tout. Alors qu'il faudrait qu'il y ait un développement régional, une délocalisation des pouvoirs au niveau des régions. Et quand les institutions seront renforcées, à ce moment, ce n'est pas un président qui sera le vivier. Mais on regorge de trésors en Afrique. Franchement, je peux vous le dire. S'il y a eu un rapport du Sénat qui avait dit que l'Afrique, c'est la France, c'est l'avenir de la France, je peux vous assurer que nous sommes tous en Afrique assis sur un trésor de biodiversité, un trésor au Mali. On a, rien que dans le nord du Mali, on a sous-sol du gaz, du pétrole, on a la plus grande réserve d'eau potable. Nous sommes assis sur un trésor. Mais les conflits de demain, si en Afrique on arrive à avoir une certaine paix, ils vont rebondir si on ne fait pas attention à cette jeunesse galopante, si on ne leur donne pas les moyens de vivre, d'avoir une indépendance de pouvoir, avoir une formation adéquate qui va aboutir sur un emploi. C'est ça le secret pour qu'on construise l'avenir de demain. Et alors, en même temps, c'est pas facile parce que on est quand même dans un continent. Vous dites que les chefs d'État, ils ont politique et militaire. Alors ça, c'est le mot de la fin, parce qu'on me fait signe. On va vous remercier, à vous, Jean-François, d'avoir apporté toutes ces explications ici sur ce plateau. À vous, Alfred Tchango, à vous, M. Ibrahim El Ali, pour votre... Je veux dire un petit mot rapide. L'avenir de l'Afrique passera aussi par la femme. On n'a pas assez parlé de la femme dans son rôle dans le développement de l'Afrique. Elle a toute sa place à jouer. Vous avez parfaitement raison. Et puis, un grand merci à tous nos autres invités qui sont passés sur ce plateau et à nos envoyés spéciaux et techniciens et toutes nos équipes qui vous ont fait vivre ces 2 jours du sommet, du 4e sommet Union européenne-Afrique depuis Bruxelles, la capitale européenne. Et puis nous, on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles éditions spéciales, toujours sur Africa 24.